Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir en visioconférence pour notre traditionnel club notarial de l'immobilier. Depuis l'apparition de la Covid, les obligations sanitaires bousculent régulièrement le format de ce club. Aujourd'hui, les contraintes du confinement nous obligent à l'organiser de manière totalement digitale. J'espère que ce format permettra à chacun d'assister dans les meilleures conditions possibles aux présentations qui vont suivre et surtout de participer activement au débat qui s'ensuivra. À voir le nombre d'inscrits, plus de 350 hier, ce format a au moins le mérite d'élargir l'audience de notre club et nous en sommes ravis. Je ne vous apprendrai rien en évoquant les grandes incertitudes qui entourent les évolutions du marché immobilier dans le contexte actuel de crise sanitaire. Cette crise inédite a de nombreuses conséquences. D'abord, sur notre marché à court terme, et donc bien visibles dans nos statistiques. Elles ont des impacts plus structurels et donc de plus long terme, sur la dynamique et les perspectives du marché dans les prochains mois. À court terme, et comme vous le savez, les mesures sanitaires et le confinement affectent toute la longue chaîne de l'acquisition immobilière de façon très directe, en freinant très fortement la réalisation des ventes. Ce sera le cas pour les deux confinements, même si les restrictions ont été moins fortes pour le second que pour le premier. Vous verrez d'ailleurs encore les conséquences du premier confinement dans les chiffres qui vont vous être présentés. En effet, les ventes du troisième trimestre sont les avant-contrats du deuxième trimestre qui comprend plusieurs semaines d'activité très fortement empêchée. De ce fait, les volumes de ventes du troisième trimestre 2020 reculent de près d'un tiers par rapport au troisième trimestre 2019. Il est vrai que les résultats de l'an dernier étaient exceptionnels et toutes les comparaisons que nous faisons par rapport à 2019 amplifient donc le recul de l'activité. Il faut donc les faire avec précaution. Dans le même temps, et au troisième trimestre, la hausse des prix de vente a ralenti. D'après les avant-contrats qui permettent d'anticiper les prix de vente jusqu'en janvier 2021, ce ralentissement pourrait être suivi d'une période courte de stagnation, voire de légère baisse, uniquement pour les appartements et essentiellement dans Paris intramuros. A contrario, le prix des maisons qui ont bénéficié d'un regain d'intérêt suite au confinement continuerait d'augmenter. Pour le quatrième trimestre, les volumes d'avant-contrat du troisième trimestre, actuellement en cours de régularisation, sont assez rassurants. Le nouveau confinement a apporté des assouplissements par rapport au précédent, permettant la signature de vente. On espère donc un impact moins fort de ce confinement sur les volumes de vente du quatrième trimestre. Mais le gel des visites pendant les mois de novembre affectera nécessairement les ventes des prochains mois. Pour compléter notre diagnostic quantitatif, nous avons interrogé nos confrères sur les chiffres qu'ils constatent en ce mois de novembre et sur les perspectives à venir, et cela vous sera présenté après nos chiffres habituels. Cela ne vous surprendra pas, je peux dès à présent vous dire qu'ils sont inquiets. À plus long terme, tous les impacts de la crise sanitaire sur le marché immobilier sont loin d'être connus. Les répercussions de la crise sanitaire sur la sphère économique, financière et sociale sont certaines, mais on a encore du mal à en évaluer l'ampleur et la durée. La confiance des ménages est fragile et la dégradation attendue du marché du travail sont autant de facteurs qui pèsent sur le souhait d'acquérir un logement et de s'engager à long terme. Je remarque cependant que le logement est plus que jamais une valeur refuge pour les ménages. Les taux restent attractifs, le marché du logement dispose donc d'atouts et l'on espère qu'ils seront suffisants pour permettre à chacun de réaliser son projet. Je ne pourrais pas en dire autant du marché de l'immobilier d'activité. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui d'inviter Antoine Derville, président de l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise. Antoine Derville est un acteur incontournable du marché immobilier tertiaire français, passé par les plus grandes sociétés de commercialisation depuis plus de 30 ans. Il connaît sur le bout des doigts les dynamiques, les ressorts et les tendances de fond du marché de bureaux, dont on sait combien il pèse en Île-de-France. Lors de notre club, en septembre dernier, notre invité, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, nous avouait sa grande inquiétude et son manque total de visibilité pour l'année à venir. Il est fort à parier qu'il ne soit pas le seul dans cette situation. Nous sommes tous acteurs de l'immobilier dans la même situation d'attentisme et de questionnement.
quelle est l'ampleur de l'impact de la crise économique sur le volume des transactions? Assistons à un retournement du marché après plusieurs années haussières, et je dirais même plus, après de nombreuses années haussières. Comment réagit le marché francilien par rapport aux autres places européennes et par rapport aux métropoles régionales? Observez-vous des dynamiques propres à chaque territoire francilien? Et à plus long terme, le télétravail affectera-t-il durablement les stratégies immobilières des entreprises? Telles sont pêle-mêle les questions que nous posons tous aujourd'hui. Nous avons hâte de vous entendre, cher Antoine, car si les incertitudes sont grandes en matière résidentielle, ce n'est rien à côté de l'océan d'incertitudes qui entoure le marché de bureaux. Pour finir, je souhaite adresser le plus chaleureux remerciement à Christian Godard, qui a accepté de se prêter à l'exercice de présentation des chiffres trimestriels. Il nous livrera son analyse d'expert de l'immobilier, mais aussi de notaire de grande couronne. Et j'exprime toute ma gratitude à Antoine Derville, qui a bien voulu nous consacrer du temps à un moment particulièrement chargé pour lui, car vous n'êtes pas sans savoir qu'Antoine Derville a pris il y a moins d'un mois la présidence de Colliers International France. Toutes mes félicitations pour ce nouveau défi. Je cède maintenant la parole à Christian Godard pour qu'il nous présente les chiffres du troisième trimestre. Christian, tu as la parole. Bonjour à tous. Alors, on a espéré un retour à la normale suite au premier confinement. Inutile de vous dire que ce n'est pas vraiment le cas et que nous en sommes à la deuxième vague, fort heureusement, en reflux. Mais rien ne nous dit à ce jour qu'il n'y aura pas encore de nombreux soubresauts avant que l'on ne soit débarrassé de ce fichu virus. Toujours est-il que le choc économique est là et que forcément, cela aura un impact significatif sur le marché de l'immobilier. Impact qu'il est difficile d'évaluer à ce jour. Si on prend le premier slide, donc on va parler tout d'abord des chiffres de l'Île-de-France dans la globalité. En matière de volume, après un rattrapage des ventes au mois de mai et juin, les ventes du troisième trimestre 2020 ont fortement reculé puisqu'on est à moins 31% sur le trimestre et moins 17% sur un an. En fait, ce tableau représente le calendrier de la crise avec plusieurs périodes. On a une période, je vais prendre de mois en mois, il n'y a pas décalé avec les 15 jours, puisque c'était 15 mars, 15 mai. Mais mars-avril sur le tableau, donc ça correspond donc forte baisse à la période de fermeture. Mai-juin, ouverture et rattrapage. Juillet-août, conséquence de l'absence de compromis de vente. Septembre, retour à la normale. En termes de prix, sur ce tableau, on note que les courbes volume-prix s'éloignent. La baisse des volumes s'accentue alors que la hausse des prix est encore de 6%, même si la hausse diminue de 0,6 par rapport au deuxième trimestre. Pour les appartements, avec 105 180 transactions, le volume de vente recule de 14% sur un an. Et la hausse des prix ralentit pour passer de 7,4% au deuxième trimestre à 6,6% au troisième trimestre. Si on prend en compte les volumes des 10 dernières années, la baisse est de 17%. Du côté des chiffres des avant-contrats, la variation des prix sur un an passe de 6,6 à 4,6. Pour la première fois, une baisse de 0,8 est attendue pour janvier 2021. Pour ce qui concerne les maisons, avec 46 520 transactions, les volumes de vente reculent de 16% sur un an, alors que les prix restent stables, puisqu'ils étaient de 4,9 au deuxième trimestre, on est à 4,8 au troisième, donc on peut dire que c'est stable. Si l'on prend en compte les avant-contrats, vous avez la petite partie en pointillé sur le slide, si l'on prend en compte les avant-contrats, on assiste par contre à une accélération des prix qui a atteint 7,2% en janvier 2021. Pour ce qui concerne maintenant Paris, on assiste à un recul des ventes de l'ordre de 18% sur un an, qui passerait de 36 610 ventes à 30 070, soit une perte de 6 500 transactions environ. La hausse des prix est quant à elle encore proche des 7%, même si l'on note un petit fléchissement par rapport au deuxième trimestre où nous étions à 7,8%. Si l'on regarde la projection des prix à partir des avant-contrats, on peut noter que le ralentissement de la hausse des prix s'accélérerait encore pour passer à 4,1%. Mais surtout,
on assisterait en janvier 2021 aux premières baisses de prix sur Paris, avec une variation négative de 1,2%. Si l'on se penche, alors si l'on regarde maintenant la carte des prix, on note que seuls 3 arrondissements sont à moins de 10 000 € du mètre carré. Le 13e, le 19e et le 20e. Si l'on regarde la progression des prix dans les divers arrondissements, on voit que le 20e se démarque avec une progression de 10,30%. Les progressions les moins fortes se trouvent dans les 8e, 9e, 6e, 14e. Voilà pour ce qui concerne Paris. Nous allons passer maintenant à la petite couronne et la grande couronne. En termes de volume, tout d'abord, pour la petite couronne, on voit effectivement qu'après un rattrapage, comme on disait tout à l'heure, des ventes en mai et juin, le 3e trimestre 2020 connaît un recul très net avec une baisse de 29% pour les appartements et 36% pour les maisons. C'est le Val-de-Marne qui s'en sort le mieux avec moins 21% pour les appartements, moins 31% pour les maisons. Il y a 10 points de différence pour les appartements avec le 92 et 93. Si l'on regarde sur 10 ans, nous sommes à moins 17% pour les appartements et moins 27% pour les maisons. Là encore, c'est le Val-de-Marne qui s'en sort le mieux. En termes de prix, pour les appartements, on assiste à une augmentation annuelle des prix homogène et à nouveau comparable à celle de Paris, puisqu'au 3e trimestre 2020, la progression est de 6,8. Pour rappel, Paris était à 6,9. Enfin, est à 6,9. Le prix de vente s'établit à 5 260 € du mètre carré pour la petite couronne, avec au plus haut les Hauts-de-Seine à 6 450 et au plus bas la Seine-Saint-Denis à 3 900 € du mètre carré. Si l'on prend les chiffres émanant des promesses de vente, c'est sur le même slide en fait, les petits pointillés, il apparaît que les prix pourraient très légèrement ralentir sur les prochains mois, pour atteindre environ 5,5% en janvier 2021. Je rappelle que si les chiffres sont toujours positifs, c'est parce que l'on regarde sur un an. Si l'on prend la variation sur 3 mois, nous passons en négatif avec une légère baisse de 0,5%. Pour les maisons maintenant, c'est le seul secteur où l'on connaisse une hausse des prix amplifiée, due principalement à l'effet Covid. Puisque l'on passe de 4,5% à 5,5% sur un an, et une progression attendue d'après les avant-contrats de 9,5% pour janvier 2021. Vous voyez que la progression des prix pour les maisons est quand même très importante. S'agissant maintenant de la grande couronne, en termes de volume, pour les appartements, quand on compare le 3e trimestre 2019 avec le 3e trimestre 2020, la baisse est de 30%, avec une certaine homogénéité cette fois-ci entre les différents départements. Les départements chutant le moins sont ceux de la Seine-et-Marne, moins 28%, et du Val-d'Oise, moins 27%. Alors que les Yvelines sont à moins 31% et l'Essonne à moins 33%. Bon, l'écart n'est quand même pas non plus très important. La chute est à peu près équivalente pour les maisons, avec une baisse de 29% pour la grande couronne. Mais les écarts sont ici plus significatifs entre les départements, avec une baisse de 35% pour l'Essonne, alors que la Seine-et-Marne est à 22%, soit un delta quand même de 13% entre les départements. Si l'on compare la période actuelle avec les 10 dernières années, on voit que les volumes sont tous en dessous de ce qu'ils étaient à l'époque, avec moins 7% pour les appartements et moins 13% pour les maisons. Seul le Val-d'Oise est quasiment au même niveau, avec plus 1%. Alors, il ne faut pas oublier que dans ces départements, il y a eu beaucoup de constructions depuis ces 10 dernières années, et que si on prenait en fait les stocks en compte, la chute de volume serait encore plus importante. En termes de prix, pour les appartements, on peut dire que la hausse des prix reste soutenue puisqu'elle se situe autour des 5%, avec 5,7% dans les Yvelines et 4,1% en Seine-et-Marne. La variation sur 3 mois reste positive avec 1,4%, mais par contre, laisse apparaître une baisse de 0,5% sur 3 mois si l'on se fie aux avant-contrats et une progression des prix sur un an qui passerait à 4,6%. Bien évidemment, dans ces départements, il faut entrer dans le détail pour vraiment analyser les marchés, car il y en a plusieurs, ils peuvent même être très différents. Pour les maisons, tous les prix ont désormais dépassé les records de 2011.
voire même dépasser la barre des 300 000 €, tout département confondu. La Seine-et-Marne reste le département le moins cher, avec 252 700 €, et les Yvelines le plus cher, avec quasiment 400 000 €. Il n'y a plus de pertes pour les gens qui ont acheté au plus haut. En résumé, pour ce qui concerne la petite et la grande couronne, je dirais que les volumes sont fortement en baisse, les prix légèrement en baisse pour les appartements et les prix en progression pour les maisons. Il me semble que les maisons profitent de l'effet confinement lié à la crise sanitaire, les acquéreurs étant prêts à payer un peu plus cher le bien convoité, ce qui serait moins le cas pour les appartements. Et pour les maisons, il faut signaler également qu'il y a quand même une certaine pénurie, ce qui favorise également la tenue, voire l'augmentation significative des prix. Voilà ce que je peux vous dire pour l'Île-de-France. Je vous remercie. Tu enchaînes sur les... Oui, c'est encore moi, effectivement. Oui, tout à fait, exact. Je suis désolé. Oui, on vous a préparé également pour essayer de coller en fait au plus près du marché. On a fait effectuer une étude auprès des notaires de l'Île-de-France. En leur posant donc des questions par rapport à la période du mois de novembre 2020. Première question, dans votre office, le nombre de ventes de logements anciens signés a-t-il augmenté ou diminué pendant les 15 premiers jours de novembre 2020 par rapport aux 15 premiers jours de novembre 2019? La réponse est que 66% des répondants estiment avoir signé moins d'actes de vente durant la première quinzaine de novembre 2020 comparé à 2019. On peut souligner quand même que dans les chiffres qui apparaissent là en rose, le pourcentage est supérieur à Paris en petite couronne qu'en grande couronne. Je dirais que ça explique en fait le fait qu'en Île-de-France, il n'y a pas plusieurs marchés, pas un seul marché, mais plusieurs marchés, et la grande couronne s'en sort plutôt mieux à ce niveau-là. Deuxième question, dans votre office, le nombre d'avant-contrats de logements anciens signés à l'office, on parle bien des promesses notariées, a-t-il augmenté ou diminué pendant les 15 premiers jours de novembre 2020 par rapport aux 15 premiers jours de novembre 2019? Ici, les réponses sont toutes à peu près très proches, la fourchette. On est à 71% qui estiment avoir signé moins de promesses de vente pendant cette période. Bon, c'est homogène et c'est logique quelque part, vu le confinement, que l'on enregistre effectivement une baisse. Troisième question, dans votre office, le nombre d'avant-contrats de logements anciens transmis par agence, compromis agence, donc à contrario donc avec les promesses de vente notariées tout à l'heure. Donc le nombre a-t-il augmenté ou diminué pendant les 15 premiers jours de novembre? La réponse est oui pour 83%. C'est évident, là encore, puisque les agences ne peuvent pas faire visiter, évidemment, ne peuvent pas faire signer de compromis de vente. Alors évidemment, il y a des visites virtuelles, mais de là à passer la visite virtuelle à la concrétisation pratique, il y a une marge que certains ne sont pas prêts à passer. Voilà. Ce que l'on peut relever quand même, effectivement, c'est que en petite couronne, on a 8% donc qui ne sont pas d'accord, alors qu'on est à 0% dans le 92 et le 94, et qu'on est à 3 sur 9 dans le 93. A priori, il y aurait selon le département des pratiques différentes, mais bon, ça, je ne peux pas rentrer plus dans le détail. Quatrième question, comment voyez-vous l'activité en volume dans votre office sur la fin de l'année et le début de 2020 ? Là, c'est pour essayer de répondre un petit peu à vos questions et vos attentes. Bien évidemment, nous ne sommes pas demain, c'est difficile de savoir, mais toujours est-il que dans les réponses, plus de 7 offices notariaux sur 10 anticipent une baisse de l'activité fin 2020, début 2021. On peut faire l'addition, 38 plus 36, on est à 75%. Voilà. Donc, ce qui nous permet d'avoir un petit peu une vision, effectivement, de ce qui se prépare dans le futur proche, puisque pour plus loin, je dirais, il faut revenir aux autres conférences de presse, parce qu'il nous est bien difficile, effectivement, de savoir comment vont évoluer les choses, quel va être l'effet du vaccin, dans quel délai ça va être appliqué, combien de pourcentage de personnes vont se vacciner. Voilà, tout ça, c'est très compliqué et il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu pour vraiment donner des perspectives pour les mois à venir. Voilà, je vous remercie. Merci Christian.
Et donc après ce point trimestriel sur l'habitation, Antoine, on vous laisse la parole pour nous faire un point sur le marché de bureau. Oui, merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci de votre invitation. Donc effectivement, je vais vous faire un petit point sur la situation sur l'immobilier d'entreprise en général et un petit peu sur le résidentiel aussi en bloc, hein, sur la vente en bloc, parce que c'est quelque chose d'assez significatif et d'assez intéressant à noter. Donc déjà, peut-être en deux mots pour planter un peu le décor, je serais tenté de dire quelques indicateurs macroéconomiques. Donc, je vais prendre la main sur les slides. S'il pouvait passer en mode, voilà, merci beaucoup. Quelques remarques, effectivement, quelques vues macroéconomiques pour vous mettre en appétit et constater effectivement l'ampleur de cette crise de l'année 2020. Il y a quelques gens qui, comme moi, ont quelques cheveux blancs autour de la table et on a connu des crises. Celle-là, elle est quand même toute particulière et absolument exceptionnelle. Donc, vous voyez que les prévisions de récession et de PIB sont aujourd'hui entre 9 et 10. Hein. Là, c'est Oxford Economics qui nous donne ces chiffres. Donc, on va atterrir entre 9 et 10. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, on a eu un confinement très strict, effectivement, qui nous a plongé au deuxième trimestre, avec du coup un rebond assez fort. Mais vous voyez que le deuxième confinement qui est en rouge, là, on va sans doute le ressentir de manière plus drastique encore, parce qu'il est sans doute celui qui est le plus fort de tous les pays que vous voyez ici, y compris au Royaume-Uni. Donc voilà, bref, grosso modo, on va perdre quand même 10% environ de PIB d'une année sur l'autre. Évidemment, et on n'aurait pas imaginé ça dans les scénarios les plus noirs. Du coup, évidemment, un impact énorme sur le climat des affaires, et on voit bien que l'impact du confinement, hein, dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine des services, qui est quand même le plus intéressé pour la consommation de bureaux, il a été en chute absolument drastique dans ce premier confinement. Les derniers chiffres de mi-novembre viennent de nous parvenir, donc avec de nouveau une chute importante qui risque malheureusement de continuer dans le courant du mois de décembre, et évidemment un impact particulièrement terrifiant, mais j'en reviendrai sur ce deuxième confinement parce que je crois qu'il est presque plus compliqué à gérer et plus accélérateur que le premier confinement. Évidemment, une nette remontée du chômage, c'est la suite logique, je dirais, des deux slides que vous venez de voir, et de l'activité économique en récession forte avec, et une fois de plus, voilà, cette forte montée du chômage. Donc, quel est l'impact de tout ça sur nos marchés immobiliers? Eh ben, vous allez le voir, il est effectivement particulièrement sévère, et il ne pourrait pas en être autrement, hein. Vous avez ici un slide avec la consommation de mètres carrés de bureau depuis 1999. Et vous voyez que jusqu'à 2019, on avait des consommations aux alentours de 2,3 millions, 2,5 millions, 2,6 millions. Et la moyenne sur 10 ans était au-delà de 2 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France placés. Aujourd'hui, on est évidemment beaucoup, beaucoup plus bas, et on prévoit un atterrissage aux alentours de 1,3 million, 1,2 million, peut-être même un peu moins, peut-être 1 million, 1,1 million. Ce qui veut dire, pour être clair, qu'on a entre 19 et 20 une baisse qui va être supérieure à 50%. On va perdre en volume entre 50 et 60%. Donc, c'est évidemment un plongeon totalement historique. C'est souvent aussi comme ça que réagissent nos marchés, hein. C'est que ça corrige par les volumes plutôt que par les prix. Et les prix, on va en parler tout à l'heure, mais on a effectivement une correction par les volumes qui est absolument phénoménale, entre 50 et 60%, parce que déjà, d'un point de vue pratique, hein, on a été confiné pendant 2 mois. Le deuxième confinement, il est moins drastique, mais il est quand même réel. Donc, avec 3 mois dans l'année qui ont été quasiment gelés, et surtout avec des entreprises
qui évidemment se pose une multitude de questions à la suite de ces confinements sur le télétravail, sur les changements de façon de travailler, mais on y reviendra aussi dans les slides suivants. Mais évidemment, ça a bloqué toute décision des entreprises dans le courant de l'année 2020. Alors, évidemment, les prévisions de 2021 et 2022, elles sont très difficiles à donner, comme toutes les prévisions, mais donc on imagine fortement qu'il y aura également un rebond quand même aux alentours de 1,7 million en 2021 et de nouveau peut-être un retour au-dessus de 2 millions en 2022. Mais on voit aussi que ces rebonds, ils suivent quand même la courbe du PIB et on l'a bien vu, quand vous avez une forte baisse du PIB, notamment dû à ces fameux confinements, vous avez après un rebond indéniable. Donc ça, on y reviendra aussi sûrement. La demande placée, donc, vous voyez, entre les 3 premiers trimestres, en Île-de-France, elle a chuté de moins 46%. Donc, c'est évidemment particulièrement violent. Et comme je vous le disais, malheureusement, le 4e trimestre ne sera pas à la hauteur de ce qu'ont pu être les trimestres des années précédentes. Et c'est pour ça que la baisse globale, elle sera sans doute effectivement plus proche des 50 à 60% que des 46% pour l'instant. En ce qui concerne la typologie des surfaces, et ça c'est intéressant de regarder, et vous voyez sur ce slide qu'on a fait la différence entre les demandes placées de moins de 1000 m², celles entre 1000 et 5000 m², et celles de plus de 5000 m². Il ne vous échappe pas que sur ce slide, les premiers 9 mois, donc les 3 premiers trimestres de 2020 sont une fois de plus en baisse fantastique, mais la plus grosse baisse, c'est effectivement les transactions au-delà de 5000 m², qui sont vraiment, je dirais, une grande majorité, au moins la moitié des transactions faites en Île-de-France chaque année. Pour vous donner une idée, il y a eu 74 transactions de plus de 5000 en 2019. Aujourd'hui, on en est à 15. Et sans doute qu'on va finir peut-être à une petite vingtaine. Donc, on va passer de 74 transactions à 20. Vous voyez que l'ampleur de la baisse est particulièrement violente. Et ça explique, voilà, c'est expliqué par ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que toutes les entreprises se sont retrouvées face à cette nouvelle façon de travailler. Toutes les crises sont des accélérateurs absolument fantastiques. Et je pense qu'effectivement, notamment dans le domaine du télétravail, alors on parle toujours du télétravail parce que, évidemment, on imagine que ça va avoir un impact sur les surfaces. Et comme aujourd'hui, toutes les entreprises cherchent à faire des économies et donc notamment à potentiellement rendre des surfaces ou en utiliser moins, elles envisagent de manière totalement différente voilà, les années à venir dû à ce confinement, à ce télétravail massif. On y reviendra aussi à la fin et ça sera ma conclusion. Le télétravail, c'est effectivement quelque chose qui va s'accélérer, mais qui ne pourra pas évidemment avoir les impacts que sans doute les entreprises imaginent. Parallèlement à ça, évidemment, quand il y a moins de demandes qui se placent, et là la chute a été violente, il y a forcément plus d'offres, et l'offre en Île-de-France a augmenté de 18% en un an. Elle va sûrement continuer à grimper et les taux de vacances vont sûrement continuer à grimper dans les mois qui viennent. Ça, c'est l'offre immédiate que vous voyez, donc c'est les mètres carrés immédiatement disponibles. Derrière tout ça, il y a les chantiers démarrés, il y a les PC obtenus, il y a les PC déposés. Alors ça, les chantiers démarrés, ça représente 1 500 000 m², donc ils vont se rajouter à ces offres immédiates. Et les PC obtenus et les PC déposés, ça va sans doute se décaler dans le temps parce que là, évidemment, plus personne se précipite pour accélérer les processus de PC compte tenu de la situation actuelle. Et les promoteurs ont aussi des contraintes dues à leur activité qui ralentissent largement ce process. Donc, le taux de vacances, évidemment, il va augmenter. Et il va augmenter de façon importante en Île-de-France. Alors après, il y a beaucoup de marchés en Île-de-France qu'évidemment, on ne peut pas généraliser les chiffres de l'Île-de-France. Vous avez ici les taux de vacances du 3e trimestre 2020.
vous voyez qu'il y a des situations très, très disparates et que le taux de vacances de Paris à 3,6% reste quand même encore assez faible. Hein. Alors, il était évidemment beaucoup plus faible, mais il était d'ailleurs à des niveaux très, très bas et même pas bon pour le marché parce qu'il y avait un manque de fluidité. Donc, à 360, on n'est quand même pas non plus dans une situation très problématique et ça va sans doute s'augmenter, mais assez légèrement. On a d'autres problématiques sur d'autres secteurs. On parle souvent de la défense où le taux actuel est à 7,60, mais il y a beaucoup de livraisons à venir. Donc, le taux de vacances va quand même augmenter drastiquement dans les mois qui viennent. Et puis, effectivement, dès qu'on est dans d'autres secteurs, les taux de vacances vont augmenter un peu et assez fortement dans le croissant ouest et dans la première périphérie nord, avec déjà des taux de vacances qui sont élevés. En revanche, la première périphérie sud et est vont rester dans des taux raisonnables, mais on parle de volume aussi beaucoup moins important. Donc, l'énorme majorité du marché, il est évidemment splitté entre Paris, la Défense et le croissant ouest. Et c'est là où vont se jouer effectivement toutes ces problématiques de taux de vacances qui vont augmenter pour certains. Donc évidemment, quand vous avez une baisse de la demande, une hausse de l'offre, on imagine, c'est un marché d'offre et de la demande, donc évidemment ça va avoir un impact sur les prix. On le voit déjà, c'est indéniable, mais comme je vous le disais souvent pudiquement dans nos marchés en France, on commence d'abord par corriger par les volumes, mais évidemment, il va forcément y avoir un impact sur les prix qu'on va voir dans les mois qui viennent. Sur la partie investissement, c'est intéressant de noter que, j'imagine que vous le savez tous autour de la table, mais bon, les gros marchés de l'investissement sont les marchés allemands, du Royaume-Uni et de la France. Vous voyez que les volumes de 2019 sont des volumes importants, hein, qui frôlent et qui vont au-delà des 50 milliards d'euros pour les trois principaux pays. Et vous voyez aussi évidemment que les volumes des premiers au troisième trimestre 2020 sont en chute drastique et malheureusement le quatrième trimestre et les quatrièmes trimestres ne suffiront pas à rattraper ce retard parce qu'il y a évidemment le même impact en investissement qu'en locatif, avec un frein important des investissements. On le voit ici si on se focus sur la France. Les volumes investis ont baissé de 22% sur les 3 premiers trimestres par rapport à 2019. Mais comme vous le voyez, depuis 3 ans, notamment, les volumes des 4e trimestres sont particulièrement importants et spectaculaires. On n'aura hélas sûrement pas les mêmes typologies de volumes au 4e trimestre, ce qui fait qu'effectivement, on va avoir une année globale en termes de baisse globale qui va se situer plutôt entre 40 et 50% là aussi d'une année sur l'autre. Avec un paradoxe étonnant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de liquidités, que les investisseurs ont besoin d'investir et qu'il faut qu'ils placent leur argent. Mais l'incertitude du marché locatif, l'incertitude de cette crise sanitaire fait qu'ils restent, somme toute, excessivement prudents et dans l'attente de voir comment, effectivement, ils pourront exercer leur liquidité. Donc, vous le voyez là, en termes de typologie d'actifs, les pourcentages restent peu ou prou les mêmes, mais je vous rappelle quand même que pour l'instant, on est sur une baisse de 22%, hein, et qui va s'amplifier au 4e trimestre et qui va pour aboutir sans doute à une baisse de l'ordre de 40 à 50%. Mais évidemment, le bureau reste quand même la classe d'actifs où on souhaite investir de plus et où les investisseurs souhaitent investir le plus. L'industrie et notamment la logistique sont aujourd'hui en grande forme parce que c'est un marché très résilient et que le domaine de l'investissement a continué, même si là, une fois de plus, il a baissé de 22%, mais je pense que sur la fin de l'année, il va prendre plus d'ampleur, hein, ça c'est clair. Le commerce va baisser, le résidentiel en bloc est aussi résilient, et l'hôtellerie, malheureusement, est en perte de vitesse, et vous savez bien pourquoi. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que dans le dernier trimestre, on va voir la résilience
je serais tenté de dire toujours du bureau, et on va en reparler, mais également du résidentiel en bloc. Hein. Il s'agit évidemment de ventes en bloc, hein, contrairement à ce que vous évoquiez dans la première partie. Nous ne regardons que les ventes en bloc, mais on voit effectivement une très forte résilience du résidentiel et dans les mois à venir, une forte résilience de la logistique aussi, même si c'est compliqué de faire énormément de volume en logistique, parce que évidemment, par définition, les prix au mètre carré sont beaucoup plus faibles que en résidentiel ou en bureau, évidemment. Alors, c'est évidemment intéressant de regarder aussi comment évoluent les taux et comment évolue la prime de risque immobilière, et on voit quelle est, on a mis dans ce slide que la prime de risque immobilier restait intacte. C'est même mieux que ça, elle ne reste pas intacte, elle reste même peut-être plus importante et plus intéressante que dans les années passées. Et c'est le paradoxe avec le fait effectivement qu'il y a beaucoup de liquidités et que la prime à l'immobilier reste très forte. Et comme je vous le disais, les investisseurs ont énormément de capitaux. Donc, voilà, la classe d'actifs de l'immobilier d'entreprise reste particulièrement attractive. Et il est fort à parier que, je vous parlais de rebond tout à l'heure en matière locative entre 2021 et 2022, il va aussi évidemment y avoir un rebond fort en matière d'investissement en 21-22. Après, la difficulté, c'est évidemment de savoir quand en 21, quand en 2022. Mais si vous voulez, moi je fais partie des gens qui pensent que la crise sanitaire, elle va forcément avoir une fin, puisque vous l'avez vu, on parle beaucoup de vaccins. Alors c'est de temps en temps très controversé, mais malgré tout, on va trouver une fin à cette crise. Le Premier ministre vient d'annoncer à l'instant que la fin du confinement serait sans doute le 20 janvier, si les chiffres continuaient à se stabiliser. Donc, si vous voulez, il y a un moment, on va sortir de tout ça, de ce marasme, et à ce moment-là, il y aura forcément un rebond qui sera fort. Et vous voyez d'ailleurs que les taux de rendement sont assez stables. Ils ont un peu remonté pour les commerces de pieds d'immeubles, mais ce qui est logique parce que c'est quand même le commerce qui souffre le plus. Mais une fois de plus, on conserve une prime de risque forte en immobilier et en immobilier d'entreprise. Donc voilà, ça veut dire que le rebond va s'exercer et le rebond sera important. Ces grandes tendances et les perspectives à 12 mois, on les a analysées en Europe. Vous voyez que de manière assez facile à comprendre, le volume des transactions, il va continuer, il va progresser sur l'industrie, la logistique, sur le résidentiel. Il va sans doute se stabiliser sur le bureau et sans doute évidemment continuer à baisser sur le retail et sur l'hôtellerie, qui sont les deux grands perdants de cette crise sanitaire. Et évidemment, le pricing, comme je vous le disais en logistique, va sans doute continuer à monter. Le résidentiel va se stabiliser et en revanche, les trois actifs de bureaux et a fortiori de retail et d'hôtellerie vont sûrement subir une baisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des tendances clés qui sont que on va travailler de manière différente et que le télétravail va être quelque chose de pérenne, ça c'est sûr. Toutes les entreprises qu'on conseille ici chez Colliers, les entreprises utilisatrices, regardent ça sur une journée, 2 journées de télétravail. Donc, c'est un accélérateur incroyable. Évidemment, personne n'imagine, ou très peu imagine, un télétravail 5 jours sur 5. On l'a vécu pendant le premier confinement, on est en train de le vivre en ce moment. On voit bien que ça a ses limites. On voit bien que c'est insupportable, que ça génère une détresse psychologique aussi importante. Et aujourd'hui, nos salariés ont envie de revenir bosser, ont envie de revenir dans les bureaux. Donc, il va falloir mettre le curseur au bon endroit sur le télétravail, mais c'est sûr qu'il va y avoir une partie du télétravail plus importante. Une fois de plus, les crises sont très accélérateurs. Et il va falloir rebalancer la façon dont on travaille, à la fois où on travaille et surtout comment on reconfigure nos espaces de bureau. Donc, c'est tout ça qui est en train de se passer en ce moment. Il y aura sûrement du travail depuis les immeubles de bureau, un peu depuis chez nous, depuis les domiciles, et aussi sans doute dans des tiers-lieux.
qui permettront aussi de faire le lien. Ça veut dire qu'on va transformer nos façons de travailler, transformer les lieux de travail, mais que les immeubles de bureaux ont plus que jamais besoin d'évoluer, de se transformer et d'exister. Donc, le bureau n'est pas mort. On entend beaucoup de messages de gens qui nous disent l'hôtellerie est morte, le retail est mort, les bureaux sont morts. Non. Je pense qu'il faut garder raison. Vous savez, il y a 53 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France et il y en a sans doute une très grosse moitié qui est obsolète. Donc, on a déjà une énorme possibilité de régénérer le tissu de nos mètres carrés de bureaux, de le rénover, et c'est ça dont vont avoir besoin les entreprises de toute façon, c'est de faire travailler les gens différemment, dans différents lieux, de transformer leur méthode de travail. Donc aujourd'hui, quand on conseille des utilisateurs, on les conseille pas seulement sur vous devez réduire vos surfaces de X% et prendre tant de mètres carrés, mais vous devez aussi transformer vos méthodes de travail, transformer votre façon de travailler, avoir différents lieux de travail pour que les gens puissent se réunir, et les gens viendront au bureau pour se connecter les uns avec les autres dans le sens physique du terme, parce qu'on a besoin de ce lien social plus que jamais, et on le voit vraiment, j'insiste sur ce deuxième confinement, où il y a une vraie détresse psychologique des gens qui disent voilà, nous, là, la deuxième fois, c'est trop, on a envie de revenir au bureau et il faut que ça s'arrête. Donc voilà, en conclusion, je dirais qu'effectivement, on a des chiffres que si on les regarde sans trop les analyser, qui sont évidemment très effrayants, très catastrophiques, mais c'est aussi mathématique. Ça veut dire qu'il va y avoir un rebond, c'est mécanique. Hein, je veux dire, quand vous baissez de 50%, si l'année d'après vous ne remontez que de 20 ou 25, ça crée quand même un rebond important. Donc, il va y avoir ce rebond-là dans le locatif, il va y avoir ce rebond-là dans l'investissement. On le voit bien, l'investissement, il y a les capitaux, les investisseurs ont besoin d'investir, donc on va retrouver un cycle normal. Je dis pas qu'on va revenir à des niveaux de 2019 là dans les 6 prochains mois, mais les cycles immobiliers, on les connaît tous, ils vont reprogresser, et la violence qu'on a connue à la baisse, on la connaîtra en partie à la hausse aussi. Et l'adaptabilité des entreprises fera qu'effectivement, ce marché sera encore très, très actif. Je peux vous le dire. Le nombre de sociétés qui nous demandent effectivement de faire évoluer leur méthode de travail et de faire évoluer leur lieu de travail, mais ils ne nous demandent pas de les remettre en doute. Si vous voulez. Les gens ont besoin de se voir, ont besoin de se rencontrer. L'identité des entreprises a besoin d'être forte, et plus que jamais après ce deuxième confinement. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Antoine, de tous ces éléments. Et peut-être pour lancer les questions, une première question. Vous ne parlez pas du tout de la variation des loyers. Est-ce que quand même, dans ces périodes compliquées, de crise sanitaire et tout ça, il n'y a pas eu une forte renégociation des loyers sur le marché? Alors, évidemment, je vous le disais très, très clairement, parce que sur les chiffres de consommation de mètres carrés, on est en baisse, l'offre est en hausse, donc mécaniquement, ça va faire bouger, et ça fait bouger les loyers. Vous savez comme moi aussi que dans cette analyse des loyers, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on voit moins, et que il y a le loyer facial, l'accompagnement par de franchise des loyers, par des travaux, etc. Donc c'est clair que l'accompagnement aujourd'hui, comme on dit pudiquement, est en train d'augmenter. Certains loyers sont en train de baisser, mais c'est difficile aussi de faire des règles générales. Vous l'avez vu, les secteurs sont pas les mêmes, la pression de certains propriétaires est pas les mêmes, etc. Donc inévitablement, les loyers sont en train de baisser, que les avantages commerciaux sont en train de monter. C'est difficile de faire un chiffrage global. Mais ça, oui, il n'y a pas de doute que c'est en train d'arriver. Maintenant, voilà, vous savez, les entreprises ont aussi des engagements, hein, les gros 369, souvent des engagements de 6 ans d'avant. On ne peut pas non plus du jour au lendemain rendre des surfaces, arrêter de payer ses loyers. Donc tout ça se fait effectivement dans le cadre de négociations, mais du coup,
ça va créer sans doute un mouvement encore dans les 3 prochaines années. Et tout ça va se rééquilibrer gentiment après ce soubresaut de l'année 2020. Effectivement, compte tenu de la durée des baux, il y a un peu de latence ou un peu d'air sur l'effet sur le marché, en tout cas en partant des loyers. Alors peut-être quelques questions qui sont posées en ligne. La première de Monsieur Yombo. Peut-on raisonnablement envisager à court ou moyen terme la relance de l'immobilier en relation avec les mesures, notamment sanitaires, pour juguler le Covid? J'ai un peu répondu à ça parce que, une fois de plus, le Covid et la situation sanitaire, peut-être que je suis trop optimiste, hein, mais c'est quelque chose qui va se régler. Je vous aurais dit ça il y a 6 mois, on aurait eu quand même certains doutes. On voit quand même que les vaccins vont arriver. C'est toujours polémique, mais on n'a jamais ingurgité autant de milliards dans la recherche depuis le mois de mars pour trouver un vaccin. Donc, si vous voulez, quand les gens s'étonnent en disant ça arrive très vite, d'habitude on met 10 ans à trouver un vaccin, mais les fonds dédiés à la recherche de ces vaccins ou de ce vaccin sont tellement énormes et tellement massifs par rapport à d'habitude que c'est pas étonnant finalement qu'on trouve des solutions assez vite. Donc voilà, donc moi je pense qu'il n'y a pas à craindre de cette situation sanitaire sur le long terme. On peut dire, et très vite, je pense qu'on va arriver à vacciner peut-être les personnes âgées, les plus faibles, etc. Mais comme un peu le vaccin de la grippe chaque année, le vaccin de la grippe, il n'est pas obligatoire, mais se vaccinent les personnes âgées, les personnes les plus faibles et celles qui ont envie. Alors là, c'est plus de mon ressort, hein, évidemment, tout ça, mais je pense que, voilà, donc il y a à mon avis, pas de crainte de se dire, il faudra aménager les bureaux en fonction d'un futur virus, et du coup, je pense que la vie va reprendre son cours normal, avec sûrement des réflexes différents, des mesures sanitaires différentes, mais l'impact sera pas massif. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'effectivement, la période sanitaire qu'on traverse est un phénomène accélérateur sur la réflexion sur le télétravail. Ça, bien sûr, évidemment. Sur le télétravail, c'est massif. Tout le monde aujourd'hui parle de télétravail, et a raison, mais la question, c'est de savoir si les gens vont en faire une journée, 2 journées, peut-être 2 journées et demie. Et là où les managers étaient très, 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 très réticents avant Covid, en disant non, le télétravail, c'est n'importe quoi, moi je veux voir les gens. Voilà, cette crise a réglé énormément de questions et de préjugés, et on voit bien qu'on est capable de travailler très bien à distance. Mais pas que, surtout pas que. On a besoin de ce lien social, quand on a besoin de créer des choses, les gens ont besoin de brainstormer, d'être ensemble. Il y a l'esprit d'entreprise également. Absolument. L'esprit d'entreprise, la marque, l'appartenance, la fierté. Quand vous êtes depuis 2 ou 3 mois en télétravail, vous commencez à perdre tout ça un peu. Donc, les gens ont plus que besoin de revenir en entreprise. Alors, peut-être une autre question sur la localisation et la desserte en transport en commun. Est-ce qu'il y aura un impact important sur la nouvelle implantation de bureaux? Je pense que les gens, comme ils télétravailleront, ils prendront moins les transports en commun, ou à des moments différents, ou à des jours différents. Mais ils les prendront toujours. C'est inévitable. Et donc la localisation des actifs, elle devra être encore plus centrale et encore plus proche des transports en commun. Et on le voit bien, la tension des marchés sur l'Île-de-France, sur Paris intramuros, pourquoi elle est forte? Parce que les gens, les entreprises ont réalisé que la centralité, être près des transports en commun, près des lieux de vie, etc., elle était plus que jamais nécessaire. Donc inévitablement, les secteurs bien desservis par les transports en commun seront toujours très bénéficiaires.
Et peut-être une réflexion de se dire que dans la mesure où les entreprises vont avoir des collaborateurs en télétravail, ils vont peut-être réduire un tout petit peu leur surface et du coup se relocaliser dans les centres urbains, même dans Paris intramuros, puisque pour le même coût, avec des surfaces inférieures, ils pourront revenir dans Paris. Bien sûr, bien sûr. Mais ce retour dans Paris, entre guillemets, on le voyait déjà depuis quelques années. Hein. Il y avait un besoin de centralité, un besoin d'attirer les talents. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont remises dans Paris ou rapprochées très fortement de Paris, justement parce qu'elles avaient des problèmes pour embaucher des jeunes, pour les garder. Ça, c'est quelque chose qui va subsister sur le moyen terme. Hein. Je veux dire, évidemment, aujourd'hui, on est quand même dans une période de creux important avec une montée du chômage, donc on pourrait se dire de manière un peu cynique, bon, bah, tout ça c'est moins important, mais à moyen terme, au contraire, les entreprises vont devoir faire tous les efforts qu'il faut pour conserver leurs talents pour les années à venir. Hein. Alors, il y a des questions sur l'accélération de la demande de transformation de bureaux en logement ou la réversibilité du bureau. Est-ce que vous y croyez ou, comme vous l'avez dit, comme ça va être assez passager sur le long terme, ça ne vous paraît pas pertinent? Je pense qu'il y a forcément, je vous parlais d'une grande majorité du parc immobilier tertiaire qui était obsolète. Donc, il y aura sans doute des opérations ponctuelles de transformation de bureaux en logement. C'est une chose qu'on suit de près et on avait fait des études à l'ORIE sur ça et on est souvent sollicité par le secteur public et l'État pour ça, parce qu'effectivement, c'est facile de faire des raccourcis. Il y a 53 millions de mètres carrés de bureaux et il y en a 3 millions de disponibles. Ben, allons-y, transformez-le en bureau, en logement. C'est évidemment totalement utopique et totalement infaisable parce que les paramètres de divisibilité technique, des problèmes fiscaux, des problèmes. Donc, il se fait de toute façon des transformations de bureaux en logement chaque année. Les volumes sont assez réduits à l'auteur du marché de bureaux et à la hauteur du marché résidentiel. On peut peut-être le déplorer, mais c'est comme ça. Et il n'y aura pas, je pense, un accélérateur et une accélération de cela dans les mois qui viennent, malgré tous les paramètres de cette crise. Même s'il y a un fort potentiel politique d'appuyer ce genre de choses, je partage votre avis. Notamment dans les centres urbains, je ne suis pas certain que ça soit une réalité en pratique. Surtout s'il n'y a aucune chance de les revoir revenir en bureau dans quelques années quand les marchés redeviendront moins tendus. Une autre question peut-être qui demande, est-ce que vous savez si la proportion entre les entreprises propriétaires ou locataires de leur bureau? Alors, la grande majorité des entreprises sont locataires dans le domaine du service. Hein, dans le domaine du service. Et c'est assez stable depuis des années. Il y a peu d'entreprises finalement sont propriétaires parce que voilà, ça leur donne aussi plus de souplesse d'être locataires et on voit que finalement ça ne change pas énormément. Ça leur permettait. Il y a eu beaucoup à une époque, il y a eu beaucoup de sell and lease back, comme on dit, c'est-à-dire de gens qui étaient propriétaires, qui se sont signés un bail et qui ont vendu pour générer du cash et pour utiliser ce cash pour leur propre activité, leur métier. Donc voilà, on en voit un peu moins parce que les normes IFRS 16 ont changé la donne et que de toute façon, si on s'engage longtemps sur un loyer, on est obligé de le consolider. Donc ça n'a pas beaucoup bougé. Mais non, en grande majorité, les entreprises sont locataires en Île-de-France et dans le domaine du service. Merci. Peut-être une dernière question. Non, mais je pense qu'on a trouvé. Sur le résidentiel, il y a des questions. Ah oui. Pensez-vous que le coworking va se développer en dehors de Paris? Je pense qu'une certaine forme de coworking va se développer en dehors de Paris. Elle avait commencé d'ailleurs, à prendre des positions intéressantes et fortes, notamment à la Défense. Ouais, le coworking fait partie de ces nouvelles modes de travail,
et voilà, et est un système tout à fait judicieux, voilà, qui a pris de l'essor dans les dernières années. Il y a, comme tout marché qui se développe fortement, voilà, des activités qui ont moins bien réussi que d'autres, des business models qui ont moins bien fonctionné que d'autres. Donc tout ça va se stabiliser, mais je vous montrais dans mon dernier slide que voilà, certains tiers-lieux pouvaient être aussi importants pour les entreprises. Et puis ça donne aussi de la souplesse qu'on forcément moins les beaux 369. Donc tout ça va évoluer, va s'adapter au marché dans les années qui viennent. Je pense que la législation évoluera peut-être aussi sur le bail commercial et sur les engagements 369. Mais tout ça prend toujours un peu de temps parce que une fois qu'on a dit ça, il y a des impacts importants derrière tout ça, notamment financiers, notamment de valorisation des actifs, et évidemment de valorisation des sociétés derrière qui portent ces actifs. Donc tout ça ne peut pas se faire en quelques semaines, mais le coworking reste une part de marché qui va se stabiliser, voire s'augmenter avec ces nouvelles façons de travailler, c'est sûr. Dernière question qui peut peut-être se compléter. Et quel est l'avenir des tours? Oh, ben, vous savez, les tours, moi, ça fait 30 ans que je fais un peu plus de 30 ans, mais quand on aime, on ne compte plus, que je fais de l'immobilier d'entreprise et je suis passé par des phases d'amour, de désamour des tours, d'avantages, d'inconvénients. Donc, évidemment, elles ont été beaucoup décriées par les temps qui courent, parce qu'effectivement, la crise sanitaire a généré vraiment des préoccupations pour ces tours. Mais voilà, un centre d'affaires comme la Défense est un centre d'affaires remarquable, sur lequel il y a aujourd'hui près de 4 millions de mètres carrés de bureaux, et cette concentration en fait un pôle tertiaire incroyable. Donc, vous voyez, moi, je suis quand même un grand fanatique de ces pôles tertiaires, un grand fanatique de ces façons de travailler, parce que on peut être aussi contre la verticalité, mais l'horizontalité et le déploiement, il est encore pire, notamment d'un point de vue écologique. Donc, voilà, il y a rien de formidable d'un point de vue écologique dans le développement de nos sociétés modernes, mais en tout cas, il faut trouver le juste milieu. Et les tours, je pense, ont encore de belles années devant elles. Elles vont évoluer aussi, et elles ont déjà évolué. Une tour livrée cette année, elle n'est pas la même qu'une tour livrée il y a 10 ans, et a fortiori il y a 20 ou 30 ans. Mais tout ça va voilà. Une fois la crise sanitaire passée, je pense que ces réactions émotives passeront aussi. Et est-ce que vous pensez que l'attitude actuelle de certaines villes qui sont très en retrait sur les projets immobiliers pourrait avoir un impact sur le marché? Bah, ça peut forcément avoir un impact sur le marché, parce que quand vous avez des maires qui refusent des permis de construire ou qui changent effectivement les donnes, ça va avoir un impact sur le marché. Après, voilà, je suis évidemment pas là pour faire de la politique, mais il y a sûrement certaines décisions voilà, très visibles et très politiques, mais qui auront évidemment un impact sur le marché, ça c'est sûr. Mais pas forcément l'impact qu'on voudrait à un moment ou à un autre. Merci beaucoup de tous ces éclaircissements sur le marché. Je vous en prie. Une dernière question qui vient là, juste d'arriver. Quid de louer les 3 millions de mètres carrés dispo des entreprises comme Spacework, WeWork, Regus, et pour faire des mètres carrés de nouveaux espaces de coworking? Que pensez-vous de ces entreprises? C'est une question. Je ne comprends pas très bien la question. Alors si, c'est louer les 3 millions de mètres carrés disponibles à des entreprises de coworking, mais les entreprises de coworking sont déjà bien présentes. Je ne suis pas sûr qu'elles aient la capacité de louer 3 millions de mètres carrés en plus. Et puis vous savez, 3 millions de mètres carrés, une fois de plus, ça peut paraître natif, mais c'est un taux de vacances
tout à fait raisonnable au regard des 53 millions de mètres carrés du parc. Donc, je pense qu'il faut garder raison et ça permet aussi justement aux entreprises de déménager, d'améliorer leurs conditions de travail et je veux dire, s'imaginer qu'il y aurait 0 mètre carré de bureaux disponibles est juste totalement inimaginable justement. Donc, on a besoin d'un taux de vacances et le taux de vacances des 2 dernières années était souvent d'ailleurs trop réduit pour assurer une certaine fluidité, un renouveau, une rénovation du parc, etc. Donc le taux de vacances d'aujourd'hui marché qu'il n'y ait pas de vacances n'existe pas. C'est totalement inimaginable de l'imaginer. En plus, la vacance ne veut pas dire la disponibilité des bureaux, parce qu'il y en a où il faut faire des travaux, il y en a où il faut faire un certain nombre de... Bien sûr, ça régénère le parc, ça régénère, ça crée du mouvement, ça permet aux entreprises aussi d'améliorer leurs implantations. Donc non. Ok, merci beaucoup pour votre intervention qui était très éclairante sur ce marché et dans cette période. Le prochain rendez-vous est donc le 25 février pour le Club notarial de l'immobilier, la conférence de presse. Merci à tous et à nos 168 auditeurs pendant cette heure sur le thème que nous avions choisi aujourd'hui. Antoine, merci beaucoup. Christian aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.